Au moment où la voix du pilote résonna à travers l'usine Bell, chaque outil sembla se figer dans l'air. La clé d'un mécanicien resta suspendue, immobile, tandis que les mots prenaient tout leur sens, « Je ne monterai pas dans cette chose ». Nous étions au début du mois de mars 1942, et un autre pilote d'essai venait de refuser de décoller aux commandes du Bell P-39 Airacobra. C'était la 5e fois en l'espace d'une seule semaine. Sous les lumières du hangar, l'avion brillait encore, sa peinture fraîche reflétant son fuselage atypique doté d'un moteur placé au centre de la cellule. À première vue, le P-39 semblait à l'avant-garde, train tricycle, lignes aérodynamiques élégantes, et surtout ce canon de 37 mm logé dans le nez, digne d'une pièce d'artillerie. Mais pour ceux qui étaient censés le piloter, il portait un autre nom, le cercueil volant. Et ce refus tombait au pire moment imaginable. Les États-Unis avaient un besoin urgent de chasseurs. L'usine de Buffalo tournait sans interruption, 3 équipes, 7 jours sur 7, pour produire assez d'appareils afin de soutenir l'effort de guerre. Pourtant, cet avion, aussi moderne paraissait-il, ne suscitait que malaise et méfiance. Les pilotes britanniques l'avaient testé avant de rejeter leur commande. Les Français en avaient acheté plusieurs, mais leur pays tomba avant d'en recevoir un seul. Quant aux aviateurs américains, ils demandaient presque immédiatement à être affectés à un autre appareil. Même les pilotes d'essai de chez Bell commençaient à douter de sa sécurité. À première vue, rien ne semblait suspect. Le P-39 affichait un profil élégant, une conception moderne et une puissance de feu impressionnante. L'idée d'installer le moteur derrière le pilote semblait brillante. Une répartition idéale du poids et un espace libéré dans le nez pour loger l'armement. Mais ce qui semblait parfait sur le papier s'effondrait une fois en vol. Le long arbre de transmission passant sous les pieds du pilote générait des vibrations constantes, un bourdonnement, des secousses, un tremblement permanent au point que les pilotes disaient se sentir passagers d'une machine capricieuse plutôt qu'aux commandes d'un instrument de précision. Pire encore, la position du moteur impliquait qu'en cas de défaillance, les fragments brûlants et les projections seraient projetés vers le cockpit. Dans la plupart des chasseurs, un problème moteur survenait devant vous visible, bruyant, prévisible. Dans l'Airacobra, le premier signe pouvait être la sensation de chaleur montant dans votre dos. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et si vous connaissiez déjà la seconde vie incroyable du P-39 sur le front de l'Est. Laissez un commentaire et si vous appréciez ces plongées profondes dans l'histoire aéronautique, abonnez-vous pour ne rien manquer. La faiblesse la plus critique de l'appareil devenait évidente dès que les pilotes tentaient de grimper. Le moteur Allison V1710 fonctionnait très bien à basse altitude, mais s'étouffait misérablement au-delà de 12 000 pieds. À haute altitude, il peinait, tremblait, s'essoufflait. Et c'était une condamnation à mort. Les Bf-109 allemands se déplaçaient sans effort à 25 000 pieds. Les chasseurs japonais montaient parfois encore plus haut. Un pilote de P-39 essayant d'intercepter l'ennemi devait lutter contre la gravité tandis que ses adversaires fondaient sur lui avec vitesse, altitude et énergie. Le colonel Bruce Holloway, chargé d'évaluer l'appareil pour son éventuelle utilisation au combat, rédigea un rapport si sévère qu'il circula jusqu'au plus haut niveau de l'armée de l'air. Ses conclusions étaient sans appel. L'avion n'était pas capable d'accomplir la mission pour laquelle il avait été conçu. Performance insuffisante en altitude, montée trop lente, comportement dangereux. En temps normal, un tel rapport aurait mis fin au programme. Mais la guerre ne laissait aucune marge. Les États-Unis se remettaient encore du choc de Pearl Harbor. Les usines s'équipaient, les ouvriers apprenaient leur métier, et perdre des mois aurait été impensable. Fermer la chaîne de production de Bell aurait signifié repartir de zéro. Alors la production continua. Parfaitement assemblée, parfaitement peint, et totalement indésirable. Au printemps 1942, des champs entiers se remplirent de P-39 alignés aile contre aile, attendant une mission qui ne venait pas. La solution arriva d'un endroit inattendu. L'Union soviétique, qui luttait pour sa survie, avait besoin de tout ce qui pouvait voler. Absolument tout. Staline voulait des chasseurs, des chars, des bombardiers sans délai. Et grâce au programme Land-Lease, les États-Unis avaient un moyen de les lui fournir. Beaucoup de responsables américains y virent une opportunité, envoyer un avion dont personne ne voulait tout en remplissant leurs obligations diplomatiques. Le voyage de ces appareils rejetés fut une épreuve en soi. Embarqués sur des cargos, transportés à travers des eaux infestées de sous-marins, déchargés dans le golfe Persique, démontés, puis acheminés par voie terrestre à travers l'Iran jusqu'au sud de la Russie.
Nombre d'entre eux furent endommagés, certains disparurent en mer. Mais lorsque les premiers P-39 atteignirent les bases soviétiques à la fin de 1942, quelque chose d'inattendu se produisit. Les pilotes soviétiques ne se souciaient pas des performances à haute altitude car la guerre aérienne sur le front de l'Est ne se déroulait pas là-haut. C'était un combat brutal, rapproché, mené près du sol. Les bombardiers en piqué descendaient à la hauteur des arbres. Les chasseurs se livraient à des duels frénétiques à quelques centaines de pieds du sol. Dans cet environnement, le moteur du P-39 était vif, puissant, parfaitement adapté. Habitués aux appareils fragiles en bois comme le Lag-3, les pilotes soviétiques furent stupéfaits par la robustesse et la puissance de feu de l'Era-Cobra. Le canon de 37 mm pouvait détruire un bombardier allemand avec quelques tirs bien placés. L'avion pouvait encaisser des dégâts, frapper fort et disparaître rapidement. Le lieutenant Grigori Rechkalov fut l'un des premiers à l'engager au combat. Ses rapports initiaux offraient une perspective totalement différente de celle des pilotes américains. Oui, l'avion était lourd. Oui, il montait mal. Mais en piqué, il était redoutable. Il raconta avoir observé la queue d'un Ju-88 se détacher entièrement après seulement quelques obus. Pour lui, l'avion réclamait de l'audace et punissait l'hésitation. Cette idée devint bientôt la base d'un style de combat révolutionnaire. L'homme qui porta l'Era-Cobra à son apogée fut Alexandre Ivanovitch Pokrychkin. Né en 1913, il avait commencé la guerre aux commandes de chasseurs dépassés. Mais lorsqu'il passa sur le P-39 au début de 1943, il comprit immédiatement son potentiel. Pokrychkin élabora une méthode disciplinée reposant sur les forces de l'appareil. Il l'appela sa « formule du combat aérien », une doctrine combinant gestion de l'altitude, contrôle de l'énergie et précision extrême. Son groupe patrouillait à moyenne altitude, attendant que les formations ennemies apparaissent plus bas, puis plongeait à grande vitesse, tirait avec une précision chirurgicale et remontait avant que les adversaires puissent réagir. C'était un style de combat parfaitement adapté à l'Era-Cobra et terriblement efficace. Lorsque les patrouilles soviétiques repéraient des formations ennemies en contrebas, elles plongeaient immédiatement en piqué, laissant la gravité leur offrir une vitesse fulgurante jusqu'à être presque assez proche pour distinguer les rivets sur la peau de leur cible. À cette distance, une brève pression sur la gâchette du canon de 37 mm suffisait, avant de tirer brutalement sur le manche pour remonter, profitant de l'élan accumulé pour revenir en altitude. La manœuvre était d'une efficacité implacable. Le nombre de victoires de Pokrychkin explosa d'abord quelques-unes, puis des dizaines. Au moment où la gigantesque bataille autour de Koursk éclata durant l'été 1943, il était devenu le meilleur pilote de chasse de toute l'Union soviétique. Son régiment, équipé d'Era-Cobra fabriqués aux États-Unis, acquit rapidement la réputation d'être l'une des unités les plus redoutables de toute la force aérienne rouge. Les pilotes allemands finirent par reconnaître son indicatif radio et se mettaient en garde les uns les autres dès qu'il décollait. Achtung, Pokrychkin IST Oben devint une mise en garde récurrente sur les fréquences allemandes. Le choc titanesque de Koursk révéla à quel point le P-39 était parfaitement adapté à la guerre aérienne impitoyable menée à basse altitude sur le front de l'Est. Le commandement allemand engagea une quantité immense de blindés et d'avions, persuadé d'obtenir rapidement la supériorité aérienne. Mais en face, il trouva des escadrilles soviétiques qui, depuis des mois, perfectionnaient leur tactique à bord de l'Era-Cobra. Dès les premiers jours, le régiment de Pokrychkin revendiqua plus de 100 appareils ennemis détruits. Son total personnel pour ce seul mois atteignit 23 victoires confirmées. Les formations allemandes, qui comptaient sur un soutien aérien constant, se retrouvèrent sans cesse perturbées par des chasseurs soviétiques surgissant de nulle part, frappant avec une précision chirurgicale avant de disparaître. Le canon du P-39 faisait une menace redoutable pour les bombardiers en piqué lent, comme les Ju-87, qui se désintégraient parfois sous la force de ces projectiles. Lorsque les rapports concernant le succès étonnant du P-39 parvinrent au service de renseignement américain à la fin de 1943, la réaction fut l'incrédulité. Comment ce même avion, rejeté aux États-Unis comme inadapté, pouvait-il permettre aux pilotes soviétiques de dominer leur combat? Les analystes suspectèrent d'abord une exagération, mais les preuves s'accumulèrent. Les demandes soviétiques via Land-Lease demandaient explicitement davantage de P-39, pas de Mustang, pas de Thunderbolt, mais bien plus de ce chasseur que l'Occident avait boudé. En 1944, des milliers d'Era-Cobra affluaient vers l'Union soviétique, où les meilleurs pilotes accumulaient des scores équivalents, voire supérieurs, à ceux des plus grands alliés.
Pokrychkin termina la guerre avec 59 victoires confirmées, toutes obtenues à bord d'avions américains, pour la plupart des P-39. Le contraste saisissant entre les évaluations américaines et soviétiques tenait à une seule variable, la mission. La doctrine américaine au début de la guerre privilégiait l'escorte de bombardiers à haute altitude et l'interception en altitude. Le P-39 avait été conçu pour cela et avait échoué. La doctrine soviétique, elle, reposait sur l'appui tactique, les attaques à basse altitude et la domination locale du champ de bataille. Dans cet environnement, l'ERA Cobra était presque idéale. Au fil du conflit, les ingénieurs de Bell examinèrent attentivement la double réputation de leur appareil. Ses faiblesses révélaient de sérieux problèmes de conception, mais ses réussites lorsqu'il était utilisé correctement montraient que certaines de ses innovations n'étaient pas erronées. Le train tricycle, critiqué au départ, s'avéra offrir de grands avantages. Meilleure visibilité, moins d'accidents au sol et apprentissage facilité pour les jeunes pilotes. Cela mena Bell à concevoir un successeur amélioré, le P-63 King Cobra. Il reprenait la même architecture générale, mais avec un moteur plus puissant, une aérodynamique retravaillée et des modifications inspirées directement des retours soviétiques. Comme le P-39, il servit très peu dans les unités américaines, mais excellera une fois de plus chez les soviétiques. Plus important encore, les leçons tirées du P-39 façonnèrent l'avenir de l'aviation américaine. Le train tricycle devint la norme. L'importance de la visibilité du pilote, déjà mise en avant avec la porte latérale caractéristique du P-39, devint un point crucial. La logique d'installer un armement lourd dans le nez influença durablement les choix américains. Lorsque Clarence Kelly Johnson conçut le P-80 Shooting Star en 1943, le premier chasseur à réaction opérationnelle américain, on y retrouvait des traces de l'ERA Cobra. Le train tricycle, la visibilité optimisée, le moteur placé à l'arrière. Le P-80 devint tout ce que le P-39 avait voulu être, sans ses défauts structurels. L'héritage contrasté du P-39 força les ingénieurs américains à mieux comprendre l'importance du surpresseur, des performances en altitude et de la conception selon la mission. Ces succès en Union soviétique démontrèrent que la valeur d'un chasseur dépendait du contexte, des tactiques et du rôle. Pokrychkin, qui termina la guerre avec 59 victoires, juste derrière Ivan Kochdoub et ses 62, reçut par 3 fois la plus haute distinction soviétique. Dans ses mémoires, il parle de l'ERA Cobra comme de l'appareil qui lui avait enseigné presque tout ce qu'il savait du combat aérien. Selon lui, il récompensait la précision et punissait l'hésitation, offrant à la fois puissance et survivabilité. Au total, plus de 4700 P-39 furent livrés à l'Union soviétique, presque la moitié de la production totale. Ils combattirent depuis les ruines de Stalingrad jusqu'aux abords de Berlin, accumulant des milliers de victoires. Ces mêmes appareils que les pilotes occidentaux refusaient de piloter devinrent, à l'Est, des armes redoutées. La production prit fin en août 1944, après 9584 exemplaires construits. Les ouvriers de Buffalo ignoraient la portée réelle de leur travail. Ils entendaient seulement les critiques américaines et voyaient leur avion catalogué comme un échec. Ils ne savaient pas qu'ils contribuaient à changer l'équilibre du plus vaste conflit terrestre de l'histoire. Au début des années 50, le P-39 avait quasiment disparu du service actif. L'ère du réacteur avait balayé les avions à hélice. La plupart des ERA Cobra furent ferraillés. Quelques-uns survécurent dans des musées comme témoins silencieux d'une époque tourmentée. Pourtant, son influence demeurait dans chaque chasseur américain qui lui succéda. L'histoire du P-39 défie toute idée simple du succès ou de l'échec. Elle montre qu'un concept raillé peut devenir visionnaire dans un autre contexte et que les innovations naissent souvent de machines d'abord jugées imparfaites. Les caractéristiques critiquées par les pilotes américains devinrent essentielles dans la génération suivante. Les pilotes soviétiques, qui reçurent le P-39 comme un rebut, en firent l'une des armes les plus redoutées du front de l'Est. Les contradictions de son histoire façonnèrent des décennies de réflexion aéronautique. Les ingénieurs de Bell n'auraient jamais imaginé que leur création serait rejetée chez eux et célébrée ailleurs. Ils voulaient révolutionner le combat aérien. Et même si l'avion trébucha dans l'armée américaine, sa philosophie structurelle ouvrit la voie à l'ère du réacteur. Les ouvriers qui assemblèrent des milliers de ces appareils, malgré les critiques, maintinrent une qualité exemplaire. Leur persévérance permit d'envoyer aux Soviétiques un chasseur qui allait influencer profondément la guerre. Aujourd'hui, les P-39 survivants reposent paisiblement dans des musées, aux côtés de légendes comme les Mustang ou les Thunderbolt.
Les panneaux les qualifient souvent des « échecs partiels », mentionnant brièvement leur succès inattendu à l'Est. Mais la vérité est bien plus profonde. Le P-39 incarne la nature imprévisible et chaotique du progrès technologique. Un appareil jugé médiocre devint une pierre angulaire du développement aéronautique américain. Un chasseur moqué devint l'arme de pilote dont les scores comptent parmi les plus élevés de l'histoire. Une machine rejetée dans un théâtre de guerre transforma profondément un autre. Parfois, les leçons tirées d'un appareil imparfait façonnent davantage l'avenir que les triomphes célébrés. Et parfois, les avions que l'on qualifie d'échecs deviennent les fondations même des victoires à venir.